Nous avons Thomas Souvignet qui est avec nous aujourd'hui pour une présentation dédiée aux investigations menées en marge de cyberattaques. Donc après l'attaque, l'enquête. On verra si vous serez démasqué. Professeur spécialisé en traces numériques, vice-directeur de l'école de sciences criminelles de l'université de Lausanne, docteur en informatique, ancien lieutenant-colonel au sein de la gendarmerie nationale auprès de l'Institut de recherche criminelle en France. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Alors, c'est très difficile parce que je ne vous vois pas. Je n'étais pas attendu à ne pas vous voir, donc j'espère que les retours seront bons et j'essaierai de voir si votre perception est bonne de ma présentation. Comme on vient de vous le dire, j'ai 15 minutes, et bien 15 minutes pour vous présenter ça, donc je vais être assez rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi à l'issue. Donc, comme ça a été présenté tout à l'heure par M. Duvillard, par la vidéo ou encore par Abraham, vous voyez qu'il y a de nombreuses façons d'être infecté, d'être finalement d'être la victime, ou en tout cas peut-être aussi témoin d'un crime ou un délit numérique. Si maintenant, comment est-ce qu'on va prendre en compte ce crime ou ce délit ou cette infraction numérique? Eh bien, dans le cas d'une infraction classique, vous vous attendez finalement à ce qui est, par exemple, une prise en compte de cette scène de crime. De façon, vous avez vu, je pense, les experts qui travaillent sur les traces, les traces digitales que vous trouvez, les traces ADN, les traces de sang, et puis après, qui vont déposer aux assises, ou qui vont en tout cas faire l'investigation, et qui vont aussi essayer de conduire à arrêter la fraude, bien sûr, ou le crime ou le délit, mais également essayer de traduire l'auteur devant le système judiciaire. Pour le numérique, c'est un peu la même chose, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Finalement, il y a des moyens de prendre en compte les scènes de crime numériques, et c'est important de les prendre en compte, surtout quand on a eu une attaque comme celle qu'on vient de voir juste avant. Pour ceci, il y a aussi des spécialistes qui vont faire l'exploitation de ces traces, les traces numériques, c'est important que je revienne dessus, et je vais revenir dessus juste après, pour au final pouvoir donner du sens à ces traces et essayer d'arrêter les auteurs et de les présenter devant les systèmes judiciaires. Alors pourquoi je vous parle des traces numériques? Parce que justement, ces traces, elles sont exponentielles. Et tout à l'heure, ça a été très bien présenté, je crois que c'est M. Duvillard qui vous a présenté ça. Dans les années 70, finalement, il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs, pas beaucoup de numérique de façon générale, ou si c'était dans les grandes sociétés et où l'informatique remplissait des salles complètes. Mais dans les années 80, ça a été la révolution où finalement le numérique est vraiment rentré dans notre quotidien, d'abord avec les ordinateurs personnels, mais également avec différents objets comme les cartes d'accès qui sont devenues des moyens numériques d'accéder à des locaux ou autres. Et après, vous avez le tax card, vous avez la téléphonie mobile qui est venue amplifier ces traces numériques qui sont notre quotidien aujourd'hui, avec aussi une interconnexion. Et du coup, les traces n'étaient plus simplement locales dans votre poche, mais sont venues aussi devenir se multiplier à différents endroits. Et je ne vous parle pas de la révolution 2007, c'est l'iPhone, c'est le smartphone, où en fait les ordinateurs viennent dans votre poche. Et c'est vraiment cet changement de paradigme aussi qui fait qu'aujourd'hui, le numérique, les traces sont omniprésentes. Alors je vais vous demander juste, on va faire un petit sondage, c'est pour ça que je voulais essayer de vous voir un petit peu aussi. Vous avez tous, je pense, un ordinateur dans la poche, donc vous avez tous un smartphone. Et à part ce smartphone, est-ce que vous pensez, vous-même, que vous avez d'autres équipements qui laissent des traces numériques de façon quotidienne? Alors déjà, qui pense, si vous avez en dehors votre smartphone, j'enlève le smartphone, est-ce que vous pensez que vous avez quelque chose sur vous qui contient des traces numériques et qui laisse des traces numériques? Levez la main si vous pensez que vous avez autre chose. Alors j'ai peu de mains qui se lèvent. Alors je ne vais pas forcément poser des questions à ceux qui ont levé la main, mais ceux qui n'ont pas levé la main maintenant, est-ce que vous avez une carte de paiement sur vous? Alors levez la main si vous n'avez pas levé la main tout à l'heure, mais que vous avez bien une carte de paiement sur vous. Est-ce que maintenant vous avez une carte de la Coop ou autre, ou une carte du Fidélité? Toutes ces cartes-là sont aussi des traces numériques. C'est pour ça que je vous présente ça un petit peu, pour vous dire que les traces numériques, ce n'est pas que votre téléphone. Ça peut être, bien sûr, votre objet connecté, votre montre, si vous êtes connecté, mais c'est tout ce que va créer des traces numériques. Même vous, quand vous allez passer devant une caméra de surveillance qui va enregistrer, vous allez créer une trace numérique sur cette caméra de surveillance.
Donc là, vous avez tous, je pense, dans votre poche, et tous les jours, vous faites des paiements avec votre carte. Vous donnez votre carte de fidélité à la Coop ou autre. Je fais pas de pub, spécialement. Mais vous allez créer des traces numériques qui sont vos données, mais qui sont aussi des données qui peuvent être exploitées dans le cadre d'investigation pour essayer de retrouver finalement l'activité d'une personne à travers ces différentes traces. Aujourd'hui, alors c'est peut-être pas forcément chez tout le monde, mais c'est nous ce qu'on essaie de travailler à l'école des sciences criminelles de l'Université de Lausanne. Vous avez du numérique de partout. Maintenant, je pense que vous avez tous dans votre véhicule, il y a quelques années, il n'y avait pas forcément l'autoradio, c'était vraiment le truc où on tournait le bouton. Maintenant, l'autoradio, on peut appairer son téléphone dessus et ainsi de suite, et ça crée potentiellement des traces sur votre voiture, mais également sur le réseau potentiellement d'un opérateur pour lequel il y a des échanges de données entre votre véhicule et le réseau. Ce qui est aussi intéressant en termes d'enquête, vous vous en doutez. Alors, maintenant que je vous ai parlé des traces et vous voyez un petit peu le potentiel d'investigation, je vais vous présenter rapidement aussi, comme l'a fait Abraham, l'école des sciences criminelles. Il y a l'enseignement de l'Université de Lausanne, il y a de la recherche, il y a de l'expertise des mandats, et il y a aussi de la formation continue. Je vais faire juste un petit point de publicité, si je puis dire, pour vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont intéressés, qu'il y a de la formation continue qui fait des sciences traditionnelles, comme c'était le cas depuis des années, mais qui, depuis quelques années, maintenant près d'une dizaine d'années, même plus d'une dizaine d'années, où les traces numériques sont très développées également, et du coup, où on forme les futurs spécialistes en exploitation de traces numériques. Et il y a différents masters qui existent. Vous connaissez sans doute certains d'entre eux, que ce soit le master en sciences forensiques, mais peut-être aussi le master en droit, criminalité, des technologies de l'information qui se travaille avec l'école de droit. Alors je vous présente ça, vous allez me dire, ça peut être intéressant pour peut-être vos amis, vos enfants, si vous n'êtes pas des étudiants, mais aussi si vous êtes des spécialistes, sachez aussi qu'on forme les professionnels, et c'est aussi ça qui peut être intéressant pour faire l'exploitation et l'analyse des traces. Bon, j'arrête pour la publicité, puisque ce qui vous intéresse, c'est vraiment de savoir pratiquement comment on fait l'analyse et l'exploitation des traces numériques. Et là, Abraham, qui vous a fait une petite démo, l'avait fait avant vous, et il m'avait donné ces traces pour que j'essaye de voir ce qu'on pouvait retrouver. Alors, un petit disclaimer, j'ai pas eu trop le temps, et il m'avait pas beaucoup donné de données. Alors, donc forcément, vous allez dire que j'ai pas dû être très performant pour vous dire ça dès le début. Alors, j'ai pas été non plus ridicule. Tout d'abord, tout à l'heure, il vous a fait voir qu'il avait créé un utilisateur. Alors, j'avais pu détecter, sans même savoir qu'il avait créé l'utilisateur, qu'il y avait un utilisateur qui avait été créé. Pourquoi ? Parce que, alors, quand vous allez créer des informations, quand vous allez créer des traces, les traces, elles vont s'empiler les unes par rapport aux autres. Et ce que j'ai pu voir dans la base de données, c'est qu'effectivement, les traces qui étaient présentes, elles étaient dans un ordre logique, sauf une qui n'était pas logique, et en fait qui était le dernier utilisateur qui l'a créé devant vos yeux tout à l'heure, pour lequel je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a un utilisateur qui a été créé au dernier moment, et on ne sait pas trop pourquoi. Je me suis dit, tiens, quand est-ce qu'il a pu créer ça? Donc j'ai regardé quel était cet utilisateur-là, et j'ai vu en fait que c'était à la fin, tout à l'heure vous avez parlé d'une base de données dans laquelle les utilisateurs étaient stockés, et c'était la dernière chose qui était faite. Donc j'ai regardé quand a été modifiée cette base de données. On peut voir que c'était à 16h20, alors c'est pas du direct là, cette fois-ci, ça a été 16h20 le 7 mars, et en regardant quelles ont été les traces d'accès à distance à 16h là, donc à 16h20 et 41 secondes, donc une seconde avant, on peut se rendre compte qu'il y a eu un accès sur le site web pour lequel il y a eu une utilisation de la création d'un utilisateur. Donc j'ai pu voir finalement, grâce aux traces qui étaient déposées, notamment l'incohérence des traces qui étaient entre elles, qu'il y avait eu quelque chose qui a été fait de façon pas tout à fait normale. Alors pour moi, c'était aussi un air de déjà-vu. Alors là, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a créé, tout à l'heure je vous ai dit, au niveau de l'école des sciences criminelles, on fait aussi de l'expertise. Et peut-être qu'il y a un dossier d'expertise que vous avez pu voir, qui a fait un peu la une des journaux. Alors vous ne savez pas forcément que c'est nous qui l'avons fait, donc je vous le dis, puisqu'on n'a pas fait trop de publicité par rapport à ça. Mais vous avez pu comprendre que la Russie avait été bannie des Jeux Olympiques suite aux problématiques qu'il y avait eu dans le laboratoire russe où des données auraient été en tout cas modifiées et ainsi de suite. Donc ça a été la décision du tribunal arbitral des sports. Donc c'est nous qui avons fait l'analyse des données du laboratoire de Russe. Et on était vraiment dans le cas qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a vu de l'incohérence dans la façon dont les fichiers, les traces, s'étaient écrits par rapport aux autres.
Et c'est ce qui avait permis, en fait, comme c'est souligné dans l'extrait que je vous ai donné, on avait une incohérence, notamment dans le cas particulier, c'était sur des messages, des messages dans un forum, où des messages ont été fabriqués pour essayer d'incriminer quelqu'un en particulier. Donc nous, ce qu'on a pu faire, c'était en analysant ces traces, de dire que ces traces n'étaient pas déposées de façon normale, et qu'il y avait quelque chose qui n'était incohérent par rapport à l'écriture, au fonctionnement normal d'une base de données. Et c'est comme ça que le tribunal arbitral des sports, en voyant les traces incohérentes qu'on a mis à la lumière du jour, a pu décider qu'il y avait effectivement eu manipulation des données dans le laboratoire russe. Alors là, c'était juste en 15 minutes, donc je suis même plus rapide que 15 minutes. Donc finalement, j'aurai même du temps pour des questions, même si je pense qu'on est déjà un peu en retard, donc je ne pense pas que j'aurai trop de questions non plus. Mais j'ai essayé de vous faire le point, en fait, sur l'investigation numérique. L'investigation numérique, il y a des limites, je ne vous cache pas non plus. Alors déjà, parce qu'il faut bien avoir une bonne prise en compte des traces numériques, alors ce qui est un peu mon problème, hein, je vous avoue, parce que quand Abraham m'a donné ces traces, il n'y avait pas toutes les traces que j'aurais pu vouloir espérer, mais en tout cas, celles qui ont été transmises m'ont pu me permettre d'avancer un peu dedans. Il y a le temps qui est nécessaire à l'enquête et à l'analyse, et ça, les spécialistes savent comme quoi c'est assez difficile, et surtout qu'on a des attentes qui sont toujours plus importantes. Il y a la diversité des traces numériques. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que analyser un ordinateur, analyser un téléphone, c'est quelque chose dont on a l'habitude, même s'il y a des contraintes, on y reviendra tout à l'heure, mais analyser une voiture, analyser une brosse à dents électrique, un aspirateur, parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans l'activité de cet aspirateur, c'est quelque chose qui n'est pas trivial. Enfin, il y a l'éphémérité des technologies, alors j'ai vérifié que le terme existait bien, parce qu'une technologie que vous avez dans la poche aujourd'hui, dans 2 mois, dans 2 ans, ça se trouve, elle est plus valable. Et potentiellement, nous, il y a peut-être un doctorant qui commence sa thèse sur ce sujet, et quand il aura fini sa thèse, la technologie n'existera plus non plus. Donc c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est un peu le problème des nouvelles technologies. Elles arrivent et des fois elles repartent. Après, il y a des problèmes, et c'est aussi pour faire le lien avec la présentation suivante, il y a le problème d'accès aux données. Donc tout à l'heure, vous avez parlé des problèmes aussi juridiques qu'il peut y avoir. Il y a le problème aussi technologique d'accès aux données. Par exemple, si vous avez un système de vidéosurveillance, au bout de 7 jours, potentiellement, il va s'effacer automatiquement, parce qu'il y a une contrainte légale et réglementaire, ou alors même, quand il est plein, il va écraser les anciennes données. Donc l'accès aux données, aux traces numériques peut disparaître. Après, il peut y avoir des technologies anti-forensiques. Alors pour l'instant, c'est relativement rare, mais ça existe. C'est-à-dire, notamment quand on a des cas, et je vous parlais du cas russe tout à l'heure, où les protagonistes, en tout cas ceux qui ont manipulé les données, ont voulu effacer les données, effacer leurs traces. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé des moyens pour effacer les traces, notamment les traces d'anciennes données ou des modifications qu'ils ont faites. Et enfin, pour faire le lien, donc, comme je vous l'ai dit, avec la présentation suivante, il y a aussi les problématiques de chiffrement. Parce que le privacy by design, c'est super bien, parce que tout le monde est content qu'on ne puisse pas nous pirater nos données, que nos téléphones soient sécurisés. Mais quand il s'agit de faire l'investigation de quelqu'un qui est un suspect dans une enquête, dans un crime et dans un délit, c'est aussi une contrainte pour les forces de l'ordre d'accéder à ces données-là. Et ça, c'est souvent mis en place, cette sécurité, cette sécurité pour l'accès à nos données, c'est souvent mis en place par le chiffrement, et je crois que c'est l'objet de la présentation qui va derrière. Voilà, je pense que j'ai fini. Si vous avez des questions, de toute façon, je suis là pour vous rencontrer aujourd'hui. Il y a aussi des assistants et des étudiants de l'école des sciences criminelles qui sont là. Si jamais vous voulez poser des questions, ils seront heureux de vous rencontrer. Je ne leur ai pas demandé s'ils étaient d'accord, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème.